the incomparable Marching 100. Les Marching 100 sont la fanfare vedette de la FAMU, c'est-à-dire la Florida Agricultural and Mechanical University. C'est une fanfare haute en couleur et d'un excellent niveau. C'est la crème de la crème des fanfares universitaires. On est les stars de l'université. Les anciens étudiants reviennent des quatre coins du monde et remplissent les tribunes pour voir les Marching 100 se produire dans le stade. On dit souvent que les gens viennent plus pour voir la fanfare que le match. Il y a la mi-temps et accessoirement, il y a un match de football. Ils ont un style unique et incroyable. Ils assurent vraiment. Les gens viennent nous écouter jouer leurs chansons préférées. Ils veulent entendre les hymnes de leur université. C'est comme une grosse fête. Donc quand on fait partie de la fanfare, on est au centre de l'attention. Le Florida Classic est traditionnellement le dernier match de la saison de la FAMU. C'est un derby floridien face à l'université Bethune-Cookman. Après ce super match et une représentation incroyable, jamais on n'aurait imaginé que ce soir-là, quelqu'un allait mourir. Vous avez demandé les secours? On est à l'hôtel Rosen Plaza avec la fanfare. Ils sont encore dans le bus avec un de nos tambours-majors qui a vomi. C'est un des membres de la fanfare. Il est encore dans le bus et il respire plus. Il nous faut une ambulance au plus vite. Je suis arrivé à l'hôtel. Les autocars étaient garés sur le parking à l'arrière. Il y avait 3 gros cars, alignés les uns à côté des autres. Un des musiciens, Robert Champion, était au fond d'un de ces cars. Il avait de l'écume qui lui sortait de la bouche. On nous a expliqué que Robert Champion avait perdu connaissance dans le car. Au début, on pensait qu'il avait eu un coup de chaleur. Les pompiers sont arrivés et ont continué le massage cardiaque commencé par un étudiant. Et puis on l'a emmené à l'hôpital. Le téléphone a sonné. On a décroché. C'était le directeur musical, Monsieur White. Il a dit que Robert n'était plus parmi nous. Je me rappelle avoir dit « Quoi ?» Puis mon mari a pris le téléphone. Je n'arrivais plus à le voir tellement mes yeux étaient remplis de larmes. Je ne voyais plus rien du tout. Il n'y avait que des larmes. Le directeur musical m'a dit qu'il s'était effondré. Je n'arrivais pas à comprendre de perdre la vie comme ça, en s'effondrant d'un coup. Je n'arrêtais pas de me demander ce qui avait pu arriver pour que mon enfant s'écroule et meure sur le coup. Tout le travail des enquêteurs consistait à comprendre comment un jeune homme visiblement en bonne santé avait pu mourir comme ça à l'arrière d'un car. Le car a été passé au peigne fin par la police scientifique cette nuit-là, entre le 19 et le 20, directement sur les lieux. On a parlé à chacun des étudiants présents dans le car. Il fallait qu'ils reconstituent tout ce qui s'était passé. Et évidemment, dans ces moments-là, les gens ont souvent des trous de mémoire. Ils étaient tous mutiques ou disaient « on ne sait pas ce qui s'est passé ». Beaucoup d'entre eux ont dit qu'ils n'étaient pas dans ce car. Mais manque de chance, plein de témoignages affirmaient que si. Tout le monde cherchait à se couvrir. On ne savait pas ce qui était arrivé, mais on savait qu'il s'était passé quelque chose de grave. Robert est né le 13 juillet 1985. Je n'oublierai jamais le jour où j'ai enfin découvert son visage.
Il avait enroulé sa petite main autour de mon doigt. Il était tellement mignon. C'était mon petit bonhomme. J'en étais folle. À l'âge de 7 ou 8 ans, Robert s'est mis à la clarinette. Il était très doué. On voyait bien qu'il ressentait la musique au plus profond de lui. Il avait ça en lui. Il avait un véritable don pour la musique. Robert est allé au lycée Southwest de Kalb. Dans son lycée, il y avait une des meilleures fanfares de l'époque en Géorgie. Il était vraiment content d'en faire partie. Lorsqu'il se retrouvait sur le terrain, il se transformait. Je n'avais aucun mal à repérer mon Robert. Quand les autres sautaient, il sautait encore plus haut. Et quand il s'accroupissait, lui allait encore plus bas. Il donnait tout ce qu'il avait dans sa musique et dans la fanfare. C'était comme s'il prenait vie quand il était sur le terrain. J'étais très fière de lui, extrêmement fière de lui. Le jour où Robert a reçu la lettre disant qu'il avait été accepté à la FAMU, il s'est précipité pour l'ouvrir et a sauté de joie en voyant la nouvelle. Toute la famille était heureuse pour lui. On était tous ravis qu'il puisse poursuivre son rêve. Il voulait faire ses études, puis revenir dans son lycée en tant que directeur musical de la fanfare. C'était son but dans la vie. Donc je savais que peu importe où il irait, il ferait partie d'une fanfare. Robert tenait absolument à faire partie des Marching 100. La fanfare est intrinsèquement liée au football. Elle joue avant le coup d'envoi, pendant les matchs, à la mi-temps, mais aussi une fois le match terminé. Les auditions pour intégrer les Marching 100 sont exigeantes. Lorsque Robert Champion est entré à la FAMU, il a décidé de passer les auditions et il a été pris dans la fanfare. Il est devenu chef de sa section. Il était donc en charge de tous les joueurs de clarinette de la fanfare. Vu la maîtrise qu'il avait de son instrument, ça se voyait que Robert avait commencé la clarinette très jeune. Il jouait vraiment bien. C'était clairement le genre de personne qu'on pouvait suivre en exemple. Il connaissait toutes ses partitions. Il était toujours très ponctuel. C'était l'incarnation parfaite du chef. Son but était clairement de faire partie des meilleurs musiciens des Marching 100. Robert était passé tambour-major cette année-là. C'était une consécration pour lui. Il était déjà le chef de la section des clarinettes, mais il rêvait d'atteindre ce stade supérieur. Le tambour-major est en tête du cortège. Il porte une cape, il a un bâton, il défile et fait tous les pas de danse. Tous les projecteurs sont braqués sur lui sur le terrain. Le tambour-major, c'est l'équivalent du capitaine de l'équipe de football américain. Tout le monde vous met sur un piédestal. Une des particularités de la FAMU, c'est que sa fanfare compte 10 tambours-majors. Ça fait comme un mur de chef. Mais ce Graal est difficile à atteindre. Il faut passer une audition. Les Marching 100 sont une fanfare très sélective. Les musiciens doivent être minutieux et précis. Lorsque Robert a été pris comme tambour-major, il était fou de joie. Il nous l'a appris par téléphone et ça s'entendait qu'il était vraiment heureux. L'uniforme des tambours-majors n'était fabriqué que dans certaines tailles. Et Robert était assez corpulent, donc il a fallu qu'il perde du poids afin de rentrer dans cet uniforme. Tous les autres tambours-majors s'apprêtaient à obtenir leur diplôme et à quitter l'université. C'était donc à Robert de prendre le relais pour la saison suivante. Mais j'avais l'impression que les autres avaient une dent contre Robert. Ils n'étaient pas contents qu'il passe tambour-major principal, parce que ça voulait dire qu'il allait avoir autorité sur tout le reste de la fanfare. Robert m'avait dit que certaines personnes voulaient qu'il fasse quelque chose. C'était comme ça qu'il me l'a formulé. Il m'a dit, « Maman, certaines personnes n'arrêtent pas de me demander de faire quelque chose. » Et puis il a ajouté, « Mais si je le fais, je ne pourrai plus jamais fermer l'œil de la nuit. »
Ce à quoi je lui ai répondu, « Robert, tu n'es pas obligé de faire quoi que ce soit si tu n'en as pas envie. Rien ne te force à le faire. » Il m'a juste dit, « Oui, je sais, maman. » Mais à ce moment-là, j'ignorais que la fanfare cachait un lourd secret. On était impliqués dans quelque chose d'illégal, qu'on n'aurait pas dû faire. Et ça lui a coûté la vie. La FAMU est une des plus grosses universités historiquement noires. Les matchs de football de la FAMU sont comme une gigantesque réunion de famille. La communauté est très impliquée. Il n'est pas rare de voir des spectateurs de 70 ou 80 ans qui sont toujours aussi heureux d'assister au match. Les fanfares des universités historiquement noires ont une étincelle, une énergie et une audace hors du commun. Et surtout, elles ont un lien très fort avec les étudiants, les anciens élèves et les fans en général. La popularité des Marching 100 profite clairement à l'équipe de football de la FAMU. Cette fanfare a joué dans de nombreux grands événements, comme le Super Bowl ou des investitures. Donc ils jouent un grand rôle dans les matchs de football. Le travail d'un directeur musical de fanfare à l'université est un cycle perpétuel qui dure pendant les 12 mois de l'année. Le niveau est élevé et on le sait. Il faut se préparer à être au top quand on arrive sur le terrain. Il faut être extrêmement rigoureux durant les répétitions. On n'a pas le choix, parce que l'uniforme que l'on porte est en laine. On est donc couvert de laine de la tête aux pieds. Il faut être prêt physiquement à supporter cette tenue lors des fortes chaleurs. En plus de ça, on a une contrainte supplémentaire parce que notre fanfare est mixte. Donc il faut que les entraînements soient adaptés aux garçons et aux filles, et que chacun puisse y trouver sa place. Il faut une grande motivation pour faire partie des Marching 100. Il faut se consacrer à son art et donner son maximum pour devenir le meilleur musicien possible. On répète beaucoup, ça demande énormément de travail. En plus de ça, il faut s'entraîner physiquement. On court beaucoup, on répète les chorégraphies, on défile sur le terrain. On peut répéter pendant des heures et des heures afin d'assurer la meilleure représentation possible le jour du match. Ça demande beaucoup de travail. Si vous n'êtes pas dans une fanfare, vous ne pouvez pas comprendre la place que ça peut prendre dans votre vie. La dernière fois que j'ai parlé à mon fils Robert au téléphone, c'était le 17, juste avant le Florida Classic. Ça allait être sa première représentation dans ce derby très attendu en tant que tambour-major. Il avait vraiment hâte d'y être. J'étais loin de me douter que ce serait la dernière fois que j'allais parler à mon fils. J'étais très loin d'imaginer tout ça. Robert Champion, un tambour-major de la FAMU, est mort. La télévision était allumée. J'ai entendu pour la première fois le nom de mon fils aux infos. Il parlait de sa mort. Je me suis figée. Je me suis retournée et j'ai regardé l'écran. La première chose qui me soit venue à l'esprit était « Qu'est-ce qu'ils ont fait à mon fils dans ce car ?» Ce matin-là, j'ai allumé la télé pour regarder les infos. La première chose que j'ai vue, c'était une photo du car de la fanfare de la FAMU. J'ai lu le bandeau. La communauté estudiantine noire était sous le choc. Robert et moi avions auditionné ensemble pour passer tambour-major. Tout le monde savait qui avait été pris. Ils savaient que Robert et moi étions les nouveaux tambours-majors de la fanfare. Donc quand ils ont appris ce qui s'était passé, ils m'ont tout de suite appelé et envoyé des messages pour me poser tout un tas de questions. La mort de Robert nous a tous affectés au sein de l'équipe de football. On voulait comprendre ce qui s'était passé.
Donc forcément, des bruits couraient sur le campus. Tout le monde se demandait pourquoi c'était arrivé et qui en était responsable. La première dépêche était très succincte. Elle disait juste qu'un tambour-major était mort après le Florida Classic. Mais Robert Champion était recouvert de blessures qui restaient inexpliquées. Lorsque les conclusions de l'autopsie ont été rendues, on a découvert des informations très perturbantes. Il est mort d'un traumatisme contondant et d'une hémorragie des tissus mous du dos. Il présentait de nombreuses contusions au niveau du thorax, des bras, des jambes, du dos et de la tête, au point que toutes les zones internes sous les tissus étaient réduites en bouillie. Il est paru évident qu'il avait été battu à mort. On a parlé à tous les étudiants présents dans le car. Ils ont tous raconté qu'ils étaient allés au match. Puis, quand ils sont remontés dans le car, ils l'ont retrouvé là, inconscient. Mais vu les conclusions de l'autopsie, on savait que ces jeunes ne nous avaient pas dit toute la vérité. Il bottait en touche en disant « J'étais pas là, j'ai rien vu ». Les gens ont tenté de faire un écran de fumée. Je sais pas pourquoi ils ont décidé de mentir, si c'était pour cacher ce qui était réellement arrivé, ou si c'était pour se couvrir, ou encore si c'était parce qu'ils avaient peur. Quoi qu'il en soit, il y a eu énormément de mensonges. Quand on ment à la police, on commet une erreur monstre. Forcément, ça met la puce à l'oreille. Donc la police a ouvert une enquête pour meurtre. Le directeur musical, Monsieur White, m'avait appelé ce soir-là pour me dire que mon fils s'était écroulé dans le car et était mort sur le coup. Mais en fait, tout cela était faux. Je ne savais plus quoi ni qui croire à ce moment-là. On a voulu comprendre ce qui s'était passé. Après l'appel reçu le soir même, le 19 novembre, nous n'avons plus eu de nouvelles de l'université. Personne ne nous a contactés. Et nous n'avions aucune info non plus du bureau du procureur. Personne ne nous a tenus informés. L'enquête a enfin pu prendre un nouveau tournant lorsque Keon Hollis, le colocataire de Robert, a répondu aux questions des enquêteurs. Nous avons interrogé Monsieur Keon Hollis, un des autres tambours-majors de la fanfare et un ami proche de Robert. Monsieur Hollis n'a rien caché. Dans la vie, il faut savoir prendre ses responsabilités. À titre personnel, j'avais besoin de me sentir en accord avec mes valeurs. J'ai senti qu'il fallait que je parle non seulement pour Robert, mais aussi pour moi. Quand on voit ce qu'il a enduré dans ce car rempli d'étudiants, on comprend que ça n'était pas accidentel. Et s'ils n'avaient pas l'intention de le tuer, ils cherchaient au moins à faire passer un message. Robert a été battu à mort. Mais tout le monde disait qu'il avait perdu connaissance suite à un coup de chaleur. Puis on a interrogé Keon Hollis qui nous a dit « C'est n'importe quoi ». Je vais vous dire ce qui s'est passé. Keon Hollis nous a dit qu'il s'agissait d'un rituel. C'était une tradition dans la fanfare. Ça nous a permis d'avancer. On a compris que ça n'avait rien à voir avec ce qu'on pensait. On a appris que le rituel s'appelait la traversée du Carcé. Tout le monde au sein de la fanfare connaissait ce rite d'initiation. Il consiste à courir le plus vite possible dans le car en poussant tout le monde qui se trouve dans l'allée centrale. Et pendant que vous courez, les autres membres de la fanfare vous donnent des coups de poing et des coups de pied. Après ça, on peut se dire qu'on a gagné le respect des autres musiciens, parce qu'on a réussi un des rites d'initiation les plus difficiles de la fanfare. Il nous a dit qu'une jeune femme avait effectué ce rite avant lui. Puis c'était au tour de Keon, et Robert Champion était passé après lui.
3 personnes ont effectué ce rite, et l'une d'entre elles est morte. Pourquoi? Certains pensent qu'il y avait des raisons de viser Robert, et en particulier ce soir-là. Robert a dit clairement qu'il ne cautionnait pas le bizutage en général. Il trouvait ça stupide. Il se disait qu'il était déjà intégré comme tambour-major, qu'il était un des chefs de la fanfare. Donc, pourquoi est-ce qu'il devait subir une chose pareille pour montrer qu'il était un des chefs? Une grande partie des membres de la fanfare trouvaient qu'il n'était pas assez viril, pas assez macho. Quand ils le voyaient, ils le traitaient de gay ou d'autres choses du genre. Son orientation ne regardait que lui. Et qu'est-ce que ça pouvait bien leur faire? Ça ne justifie en aucun cas ce qui a été fait à mon fils. Mon fils a été littéralement torturé à mort. Et certains se permettraient de dire « Oui, mais il était gay ». Ah non, ça n'est pas une excuse. La traversée du Carcé est tout simplement un bizutage. Il n'y a pas d'autre moyen de le qualifier. Quand un membre d'un groupe commet des violences sur quelqu'un en disant que c'est un rite d'initiation et qu'il est obligé de passer par ça pour intégrer le groupe, ça s'appelle un bizutage. En Floride, la loi stipule que lorsqu'on participe à un bizutage, ou que l'on en est victime, dans les 2 cas, on est coupable. Et si quelqu'un meurt à la suite de ce bizutage, alors c'est requalifié en crime. Le bizutage est un vrai problème au sein des fanfares des universités historiquement noires. On a tous été confrontés à des étudiants qui l'ont imposé à un moment ou à un autre. C'est enraciné dans notre culture. En 2011, à l'époque où c'est arrivé, il y avait énormément de bizutage. Ça ne concerne pas que notre fanfare. On retrouvait ça aux 4 coins du pays, dans toutes sortes de groupes. Que ce soit sportifs ou musicaux ou au sein des fraternités. Il y avait énormément de gens qui bizutaient et qui subissaient ces bizutages. Quand on intègre un groupe, peu importe lequel, il y a toujours une forme de bizutage. C'est un moyen de créer des liens avec le reste du groupe. Il y a 2 points de vue différents concernant le bizutage. D'un côté, ces jeunes gens ont très envie de faire partie d'un groupe et sont prêts à tout pour ça. Mais de l'autre côté, il y a des gens qui exercent une pression sur eux. Et c'est une forme de harcèlement. Le Carcé était réservé aux percussionnistes. Et le chef de la section des percussions était aussi le responsable du Carcé. Il s'appelle Dante Martin. Le soir du Florida Classic, j'ai reçu un message de Dante Martin. Il me demandait si j'allais traverser le Carcé. Je me souviens m'être dit, oui, je vais traverser le Carcé. J'étais sûr de moi. Une fois dans la chambre d'hôtel, j'ai dit à Robert que j'allais traverser le Carcé. Lui n'avait pas prévu de le faire. Mais quand je lui ai dit que j'allais me lancer, il a changé d'avis. C'était le genre de personne qui pouvait pas laisser un de ses frères partir seul au combat. Robert faisait attention aux autres. Il cherchait toujours à aider. Il était imposant, mais il était très sensible. Je pense que Robert a accompagné Keon pour le protéger. Il est monté dans le car pour leur dire « Ça suffit, arrêtez ça tout de suite ». Peu après 21h, Robert et moi, on s'est dirigés vers le car. Le car est garé tout au fond du parking. On est monté dedans. Il faisait nuit. J'avais l'impression de me retrouver dans une maison hantée. Il faisait noir, mais je devinais des silhouettes un peu partout qui apparaissaient comme des ombres. J'ai traversé le Carcé en premier. Les gens dans le car me frappaient avec des maillets ou ce qu'ils avaient à disposition. J'étais vraiment à 2 doigts de perdre connaissance.
et Robert est passé en dernier. Le rite de la traversée du Carcé se déroule en plusieurs étapes. D'abord, on se retrouve sur la sellette. On s'assoit sur un siège, on se penche vers l'avant, et les autres nous tapent dessus, avec des bâtons ou n'importe quoi d'autre. J'étais à l'arrière du car à ce moment-là. Je voyais que tout le monde s'acharnait sur Robert lorsqu'il était sur la sellette. J'ai eu l'impression qu'il était resté plus longtemps que moi sur la sellette. C'était comme si les gens avaient des comptes à régler avec lui et qu'ils voulaient lui faire du mal. Après être passé sur la sellette, on se relève, on s'agrippe au bar du car et les autres nous frappent au niveau du torse et du dos. Il n'arrêtait pas de hurler pendant qu'il le tabassait, à coups de bâton et de maillet. Je me souviens qu'ils l'ont maintenu. Je les ai vus le frapper le plus fort possible. Les coups venaient de partout, à l'avant et à l'arrière. Après ça, on doit aller au fond du car en tentant de se frayer un chemin dans l'allée centrale, pendant que les autres nous poussent et nous donnent des coups de poing. Dès qu'il a commencé à s'approcher du fond, ils l'ont traîné vers l'avant du car pour le forcer à tout recommencer. Il y avait des types qui s'accrochaient au porte-bagages pour piétiner Robert. On aurait dit un combat de rue. Le genre d'énorme tabassage en règle. Je me souviens m'être dit, mais c'est pas vrai. Pourquoi ils font ça? Ils voulaient vraiment le frapper, le tabasser le plus fort possible pour être sûr qu'il souffre durant ce rituel. C'était une manière pour eux de se venger parce qu'il était contre le bizutage. Je me souviens de l'avoir entendu hurler. Ce cri me hantera toute ma vie. Ils en avaient après lui, ils voulaient lui faire du mal. J'ai essayé de me relever et traverser le car dans l'autre sens pour aller l'aider et le ramener à l'arrière. Mais ils m'ont pas laissé faire. Ils s'étaient pas déchaînés comme ça sur moi, ni sur personne d'autre. Ils avaient clairement des comptes à régler avec lui. Quand Robert avait à peine 5 ans, on l'a emmené voir un défilé. Il était subjugué par les tambours-majors de la fanfare. Il ne regardait que. Après avoir vu cette fanfare pour la première fois de sa vie, il s'est dit que c'était ce qu'il voulait faire quand il serait grand. Robert adorait divertir les autres. Il jouait souvent avec un manche à balai. Il avait vu que les tambours-majors tenaient un bâton, donc il faisait pareil avec son balai. Il avait déjà réussi à passer tambour-major au lycée. J'étais tellement fière de lui. Chacun de mes enfants m'a apporté quelque chose de différent. Robert, c'était la musique. Quand la traversée du Carcé était enfin terminée, j'ai demandé à Robert comment il se sentait. Il m'a répondu « Je suis fatigué ». Il arrêtait pas de répéter ça. On est tous descendus du car. J'étais épuisé. Je ne rêvais que d'une chose, c'était de remonter dans la chambre pour prendre une douche et me changer. Je suis donc sorti du car sans attendre Robert. Quand je suis remonté dans ma chambre, on m'a appelé pour me dire « Il y a un problème ». Grâce au témoignage de Keanu Reeves, les enquêteurs ont compris que cette fameuse traversée du Carcé était un rite d'initiation très bien organisé, avec une seule personne aux commandes. C'est cette personne qui décide si vous avez correctement traversé le Carcé, et cette personne n'est autre que le responsable du car. Lors de la mort de Robert Champion, le responsable était Dante Martin. La plupart des étudiants ont décrit Dante Martin comme le cerveau de ce rituel. C'est lui qui a tout organisé.
Dante Martin était celui qui avait envoyé tous les messages disant « Alors tu vas le faire ?» Alors, c'est lui qui a insisté pour que ça se fasse. C'est lui qui a dit où ça allait se passer et quand. Il a tout planifié et tout orchestré, et c'est pour ça que c'était la première personne à être inculpée. En plus de Dante Martin, plusieurs étudiants ont joué un rôle important dans le bizutage de Robert Champion. Jesse Baskin, Caleb Jackson et Benjamin McNamee. Les étudiants ont dépeint Jesse Baskin comme étant un des protagonistes les plus violents de ce car. Il s'est accroché au porte-bagages pour donner des coups de pied et piétiner Robert. Benjamin McNamee, tout comme Jesse Baskin, a été décrit par les autres comme étant assez brutal avec Robert, alors qu'il essayait d'avancer vers l'arrière du car. Benjamin McNamee est celui qui a donné un dernier coup de pied à Robert alors que le bizutage était presque fini. Caleb Jackson, surnommé CJ, était décrit par de nombreux étudiants comme étant très violent. Un des tambours-majors a expliqué avoir dû extirper Robert des mains de Caleb pour pouvoir l'emmener à l'arrière du car. L'autre élément intéressant concernant CJ est qu'il n'était pas étudiant à la FAMU. Il suivait une formation technique à Tallahassee. C'est pour ça qu'il avait pu rejoindre la fanfare. Mais il avait eu des problèmes de bourse, donc il avait finalement dû arrêter ses études. Sauf qu'il n'a rien dit à personne et a continué de jouer pour la fanfare. Et puis il a participé au bizutage, alors qu'il n'était plus étudiant. C'est dingue. C'est vraiment malheureux que la fanfare qu'il aimait tant et qu'il dirigeait ait fini par se retourner contre lui en le tabassant à mort. Le pire dans toute cette histoire, c'est la façon dont la FAMU a géré cette situation. Il y avait une épidémie de comportements violents au sein de la fanfare de l'université. Tout le monde était au courant. Ils appelaient ça du bizutage, mais ça allait beaucoup plus loin que ça. En tant que directeur musical, mon très cher ami Julian White a réussi à emmener la fanfare de la FAMU, les Marching 100, au niveau qu'on leur connaît. Mais d'autres fanfares ont mieux suggéré et mettre fin à ce fléau qu'est le bizutage. Qu'est-ce que j'ai fait pour éradiquer les bizutages au sein de la fanfare? Si je suis témoin, si je soupçonne ou si j'entends parler de faits de bizutage, j'exclus la personne concernée de la fanfare. Je lui explique ensuite les conséquences de ces actes. Je lui fais également signer un document attestant qu'il ou elle ne participera en aucun cas à un bizutage, que ce soit en tant que bizuteur ou en tant que bisu. On nous a servi la même rhétorique qui revient dans chaque établissement. Nous avons une certaine politique en place. Nous sommes totalement contre ce qu'on appelle communément le bizutage. Mais l'université savait très bien ce qui était arrivé à mon fils. Elle était parfaitement au courant du climat de violence qui régnait dans cette fanfare. En 1998, Ivory Lucky, un clarinettiste de la fanfare de la FAMU, a été grièvement blessé après s'être fait frapper par 25 à 30 personnes. Il a reçu environ 300 coups en une soirée. Justice n'a pas été faite pour Robert, et elle ne nous a jamais été faite. On a seulement eu droit à un tissu de mensonges. Ils ont étouffé cette affaire. Avant la mort de Robert Champion, il y avait beaucoup de signes de bizutage au sein de la fanfare. Il y avait déjà eu un accident grave au cours duquel un étudiant avait pris 300 coups. Mais malgré la violence de la situation, il n'était pas mort. Monsieur White aurait pu dissoudre la fanfare à ce moment-là. Cette épidémie de violence était déjà incontrôlable. L'université savait que cette culture du bizutage régnait dans l'établissement. Ils étaient au courant pour le rituel du Carcé, mais ils n'ont rien fait pour l'arrêter. Une semaine avant le Florida Classic, M. White avait exclu 26 membres de la fanfare pour bizutage.
Les étudiants doivent signer un document stipulant qu'ils ne doivent pas participer à ce genre d'activité dangereuse. Donc l'université est bien au courant de ce qui se passe. Je savais que l'université était au courant des violences répétées au sein de la fanfare, grâce à toutes les plaintes qui avaient été faites à ce sujet. Des milliers et des milliers de lettres avaient été envoyées au président de l'université, ainsi qu'au directeur musical par les parents d'étudiants qui faisaient partie de la fanfare. L'administration de l'université craignait surtout que la mort de Robert Champion leur apporte mauvaise presse et que leurs emplois s'en retrouvent menacés. Par contre, ils ne se souciaient pas d'endiguer le problème de bizutage. Vu de l'extérieur, on pourrait dire que la FAMU a cherché à étouffer l'affaire. J'ai l'impression que les instances ont décidé de fermer les yeux sur ce qui se passait, puisque ces associations impliquées dans des affaires de bizutage rapportent beaucoup d'argent à l'université. Et personne n'a envie de renoncer à sa vache à lait. On nous a informé que la fanfare allait être suspendue pendant 1 an. Je me suis dit, sérieusement, ils ne vont prendre qu'1 an de suspension? Si des cas de bizutage sont découverts au sein d'une fraternité étudiante à la FAMU, elle écopera de 7 à 10 ans de suspension, même si personne n'a été blessé. Mais là, ils étaient au courant des violences qui y régnaient et ils n'ont rien fait. C'est comme s'ils cautionnaient ces agissements. Ils ont fait preuve d'une terrible négligence. Je n'arrive pas à comprendre comment ces gens peuvent se regarder dans un miroir. Lorsque des faits similaires se sont produits dans d'autres universités, les groupes incriminés ont été dissous. Mais on ne peut pas pour autant dire que ça met fin au bizutage dans l'établissement, parce qu'il s'agit d'un fléau institutionnel. Et cette institution ne disparaît pas comme ça. La mort de Robert Champion lors d'un bizutage a marqué la communauté estudiantine noire aux États-Unis. De nombreuses universités ont mis à jour leur politique en la matière. Aucune d'entre elles ne voulait se retrouver à son tour dans les journaux à cause d'un drame de ce genre. Mon mari et moi ne pouvions pas rester impuissants. Nous avons décidé de créer une fondation. Nous l'avons appelée la fondation Robert D. Champion Drum Major for Change. Son but est d'éradiquer ce fléau de bizutage. Quand une tragédie comme celle-ci frappe à votre porte et emporte votre fils, et que vous voyez à quel point ça affecte toute votre famille, ça vous donne envie de vous battre pour qu'aucune autre famille ne vive ce cauchemar. On a donc créé cette fondation pour faire en sorte qu'un tel drame ne frappe plus aucun enfant, parce qu'on sait que cette tradition perdure. Mais ça ne sert à rien d'humilier ou de frapper les autres pour arriver à ses fins. Le bizutage doit absolument être éradiqué dans toutes les universités et grandes écoles. Depuis la mort de Robert, il y a encore eu des incidents graves en lien avec des bizutages. Ça devrait plus arriver. Il faut vraiment que des mesures fortes soient prises pour mettre fin à ces pratiques. Pour que ces affaires soient prises au sérieux, il faut les porter au tribunal. Il s'agit ni plus ni moins d'un meurtre. Dante Martin a écopé de la peine la plus lourde parce qu'il était l'instigateur du bizutage ayant entraîné la mort de Robert Champion. Il a été condamné à 77 mois de prison pour actes de violence commis durant un bizutage et homicide involontaire. Caleb Jackson a écopé d'une peine de 4 ans de prison. Jesse Baskin a été condamné à près d'1 an de prison pour son rôle joué dans le meurtre. Benjamin McNamee a été condamné à une peine avec sursis. Ils ont pris du sursis.
Aucun d'entre eux n'a eu le mot crime inscrit dans son casier judiciaire. La loi en Floride stipule qu'un bizutage ayant entraîné la mort est requalifié en crime. Mais aucun d'entre eux n'a eu ce mot inscrit dans son casier. De nombreux membres de la fanfare m'ont en quelque sorte rejeté en raison de la manière dont les choses se sont passées. J'ai eu du mal à accepter le fait qu'ils me tournent le dos après ce qui était arrivé. Personne n'avait voulu prendre la parole pour aider Robert. Donc, je me suis dit que c'était à moi de le défendre, tout comme lui m'avait protégé de nombreuses fois auparavant. Si Robert était encore parmi nous, il serait probablement dans une salle de classe à enseigner la musique. J'aimerais que le monde entier se souvienne de mon fils Robert comme étant le seul homme qui ait eu le courage de s'opposer à cette culture qui régnait au sein de cette fanfare depuis plus d'un demi-siècle. À ma connaissance, c'est le seul qui ait osé le faire. Il a su garder la tête haute. C'était un jeune homme qui courait après son rêve. Mais ils y ont mis fin brutalement. Ils ne méritaient pas ce qu'ils lui ont fait subir.